Maurice, merci d'avoir accepté notre invitation à venir participer à cette petite balade littéraire. On est à Laval en ce moment, à la Maison des Arts, dans la salle Alfred Pellan, et on a une exposition en ce moment, c'est Marcel Saint-Pierre. Oh, fabuleux! Oui, c'est très, très beau. On est très heureux d'être ici en ce moment. Ça me convient. Bon, extra. Hey, balade littéraire, je sais pas si tu es familier avec les balades littéraires? On se balade et on parle de livres. Ah, bien ça me convient. On se balade dans nos têtes. Parfait. Tu vois, on est très bien assis en ce moment. Je suis très heureux avec ça. Oui, bon, alors, Simon, nul besoin de te présenter. On va le faire pareil. Bien sûr. Tu es d'abord et avant tout un comédien. Oui. Qui est devenu auteur, qui est Oui. devenu chroniqueur, qui est devenu après ça, et autres, hein, je veux dire, maintenant, une superstar de la littérature. Non, mais tu sais, on va le dire, il faut nommer les choses comme elles sont, là. C'est ça. Et il semblerait qu'on est à 67 publications. Exact. 67. Bravo. 67 en, quand même, pas tant d'années que ça. Dans le sens, Javotte, c'était le premier. C'était le deuxième roman. C'était le deuxième. J'ai commencé en 2009. 2009. Donc, ça fait une quinzaine d'années. Quand même. Oui, 14-15 ans. Toute une cadence. Toute une cadence que j'ai beaucoup ralenti. Oui, d'accord. Ah oui, ok. j'ai ralenti depuis peut-être 2-3 ans. Depuis que j'écris plus pour la télévision, je peux pas maintenir la même cadence. Et là, j'ai un peu la nostalgie du roman. La liberté du roman me manque un peu présentement. Ouais. Mais j'y reviendrai. Ben oui, ben oui. Ben d'ailleurs, j'aimerais savoir comment est-ce que tout ça a commencé, l'aventure d'écrire. Parce que c'est quoi? C'est en sortant de l'école de théâtre. Tu as fait... Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse. Oui, l'option théâtre Lionel Groux. En fait, je dirais que c'est même avant ça. J'ai oui. toujours été à cheval entre l'écriture et la danse. C'était ça mes deux grandes passions. C'était vraiment... J'étais au cégep en littérature à 17 ans, au cégep de Saint-Laurent. Et j'avais envie de devenir plein de choses. Oui, étonnamment, ben oui. je vais devenir comédien, danseur, écrivain, mais j'étais aussi attiré beaucoup par les arts contemporains, les arts plastiques m'attiraient énormément, vraiment beaucoup. Est-ce que tu te pratiquais? Oui, même que c'est ce que je faisais le plus. Au secondaire, je pensais vraiment que j'allais devenir peintre. C'était ça ma plus grande passion au secondaire. La chanson aussi. Tu sais, j'étais derrière toi, j'ai les mêmes passions, mais pas avec le même talent, malheureusement. Et en fait, mon passage au cégep de Saint-Laurent m'a un peu canalisé sur l'écriture. On lisait tellement beaucoup. Moi, c'était profil arts et lettres. Ouais. Je croyais que ça allait rameuter plus vaste, mais c'était vraiment sur la littérature, puis ça m'a canalisé. Je me suis mis à lire sans arrêt. Je me sentais parfois un peu imposteur. J'étais avec des gens que je trouvais tellement talentueux. Mes collègues de classe, je les aimais, je les estimais. Et j'aimais beaucoup la danse. Donc, j'avais des cours de danse pas tous les jours, mais pas loin. Je prenais beaucoup de cours, des cours de ballet classique, la troupe de danse là-bas. Puis, quand j'étais donc à l'université à l'UQAM en études littéraires, ma coloc, c'était Edith Patnaud, qui est ma cousine. Et elle faisait ses auditions dans les écoles de théâtre. Elle m'a demandé de faire sa réplique parce qu'elle savait que j'aimais ça jouer. Et j'ai tellement aimé ça que je lui ai dit « Est-ce que tu pourrais faire toi aussi ma réplique? » Puis elle a accepté. Donc, on a fait nos auditions la même année. Moi, j'ai été pris à Sainte-Thérèse et elle, au Conservatoire de Québec. C'est vraiment une super belle période de ma vie, mais j'étais donc, oui, tiraillée entre la littérature et la danse. Je me suis dit, le théâtre, c'est la jonction parfaite du mouvement et des mots. Voilà. Mais le geste d'écrire, là, parce que, bon, tu dis tout ça, là, ça s'inscrit dans un parcours scolaire, mais la première fois que tu te dis, là, je vais écrire quelque chose, puis je le fais pour moi, ou je le fais pas nécessairement dans un cadre de devoir. Ou ouais. Ça a été quoi, là, le germe? Ça a été quoi? Tu te dis, est-ce que c'était un pastiche? Est-ce que c'était déjà bon à la base? Ah non, mon Dieu, non, je vous rassure, c'était dégueulasse. Au départ, c'était vraiment... Puis j'aime ça le dire parce que ça montre à quel point qu'il y a plein de parcours. Moi, c'était par jalousie. Ah ouais? Oui, c'est que ma grande sœur écrivait. On lisait beaucoup de romans frissons à l'époque. C'était la grande mode des romans d'horreur, traduits en France, des romans américains. Puis j'aimais ça, j'aimais en lire, mais j'étais vraiment jaloux de l'histoire que ma sœur écrivait depuis quelque temps. Ça s'appelait « Cette nuit-là ». Puis je me rappelle la première phrase. « Rebecca se regarda dans la glace pour juger l'effet de sa nouvelle tenue. » Puis j'étais tellement jaloux du mot « glace ». Je disais, elle a choisi le synonyme. Elle n'a pas écrit « miroir ». Ouais, non. Elle a choisi la glace. Rebecca aussi, et puis un très bon choix. On sentait que c'était déjà une traduction. Hein? Mais j'étais ébloui par cette écriture-là. Je me disais, moi aussi, je veux avoir cette liberté-là créative. Donc, j'ai commencé à entamer des débuts de romans frissons.
Ça prenait Oui. pas forme. Et un jour, ma sœur a jeté son manuscrit à la poubelle. Puis moi, quand j'étais jeune, Olivier, je voulais devenir chanteur, danseur, comédien, écrivain, dessinateur et éboueur. Éboueur. Je voulais devenir vidangeur. J'adorais ramasser des poubelles à la maison. C'est une passion que je n'ai plus. Ben non. Mais à l'époque, j'aimais ça recycler. Donc, tu sais, on avait beaucoup de papier. Je recyclais le papier. Je donnais une seconde vie au carton de lait. J'étais bien créatif. Qu'est-ce Oui. que tu veux? Donc, j'ai mis la main sur son manuscrit. Je l'ai gardé. Et je l'ai continué. Alors, j'aime ça dire que j'ai commencé ma carrière littéraire en faisant du plagiat. Ben, en fait, du plagiat, c'est que tu as poursuivi, J'ai en fait. poursuivi, c'est C'est comme bien. c'est achevé, c'est comme J'ai Mozart. achevé le que travail, voilà, c'est ça. J'ai achevé le travail de ma sœur. Bon, voilà. Ben, c'est un beau geste. Et puis C'est un voilà, beau geste. C'est ça. Tu sais, mes débuts, c'est ça. Puis on sentait à un moment donné que c'était moins bon, là. Puis j'étais au primaire. J'étais peut-être en 5e année. 5e, 6e année. Puis c'était pas facile pour moi, la lecture, à ce moment-là. Je lisais pas autant que je lis aujourd'hui, naturellement, mais je manquais de concentration. Et j'ai appris graduellement à devenir un meilleur lecteur avec des lectures plus accessibles, avec des lectures qui me passionnaient, en Oui, fait. oui. Puis c'est comme ça a été ça ma porte d'entrée, ça a été les archis, les bandes dessinées, très populaires à l'époque. Et pas de mépris, hein. C'est Non, ça, non, je te non, sens, non, c'est ça, je te sens. Ah, moi, je suis- hey, c'est- toutes les portes d'entrée sont tout bonnes. est bon, exact. Ça a été la mienne. Puis, mais quand j'ai découvert La Courte Échelle et Québec-Amérique, Ouais. là, j'ai vraiment vécu quelque chose parce que c'était la première fois où je pouvais vraiment m'identifier Mm-hmm. au personnage. Ça a été un tournant, ça. Oui, oui. De reconnaître des noms de rues puis des noms de personnages, Exact. que ça pourrait être ma cousine. Tout à fait. Ouais. Me projeter, puis même aussi, même dans les émotions, dans ce qui était vécu, cette identification-là, c'est formidable. Puis ça montre à quel point, quand on parle beaucoup d'identification, des fois les gens disent « Oui, mais là, tout le monde doit être représenté. » Ben oui, tout le monde peut être représenté. C'est tellement fabuleux sentir qu'on a une place dans une histoire. Donc oui, moi, ça a été graduel comme ça. On fait des blagues sur le fait que Simon Boulris a le don d'ubiquité parce que Oui, je l'entends à t'es l'occasion. partout, t'es partout, tu es très prolifique. C'est quoi, écoute, on veut savoir, c'est quoi les secrets? C'est quoi est-ce que tu as une routine? Est-ce que tu t'astreins à avoir, bon, mais là, j'ai fait tant d'heures de ci, de ça? Tu sais, Stephen King, là, Ouais. il y a la légende de bon, tout ça, là, il y a vraiment une routine. Toi, est-ce que tu as une routine de cet ordre-là? Mais tu vois, Stephen King a déjà dit une phrase qui me parle beaucoup. Il dit parfois la prolificité est inévitable. Oh. Puis je considère que je me compare pas à lui, Oui, mais oui, pour oui. moi la prolificité, elle est inévitable. Je suis prolifique à la base, puis j'ai réalisé très dernièrement que c'était peut-être dû à il y en a qui sont qui procrastinent. Moi, Oui. je précrastine. Oui. Et ça m'aide. Mais là, il faut que tu m'expliques un petit peu. Alors, là. précrastine, Oui. c'est que du moment que j'ai une tâche, il faut que je l'accomplisse le plus tôt possible. Là. Ah je oui. vais pas la remettre à demain, je vais le faire beaucoup trop tôt. Tu sais, même pas mijoter. Non, le plus vite possible, ça m'allège. Tu profites de l'effet de stupeur. On te demande quelque chose, il faut Exactement. que je le fasse là. Ouais, J'adore ouais. la stupeur. On est dans la stupeur, je fais, OK, il faut que je le fasse là. J'ai comme l'urgence de cocher des choses Oui. dans la vie. Donc, ma précrastination m'aide dans ma prolificité. Oui. Donc, je pense que je suis prolifique et efficace. En fait, je m'en suis rendu compte en écriture télé. Parce qu'en scénario, il y a toujours des dates butoirs qui sont imminentes, Ouais, là, ouais. qui sont très, très proches. On aimerait ça que tu nous remettes ça pour la semaine prochaine. Est-ce que ça se peut? Ah. Moi, à chaque fois, je fais « je le sais pas », puis je le remets tout le temps 4 jours à l'avance. Oui. J'ai souvent l'impression que je suis paresseux, mais je suis un paresseux très travaillant. Je sais que ça a l'air d'un paradoxe, mais tu sais, il y a une paresse dans mon écriture. Je suis un contemplatif à la base, fait que des Comment fois... est-ce que Je vais écrire t'es sur un peu. récamier avec des Eh raisins? boy, non, c'est- pas à ce point-là. OK. Je suis à ma table. J'ai un vrai bureau avec un vrai ordi que j'utilise pas tant que ça. Je suis plus à ma table à manger sur mon petit laptop. Donc, tu sais, tous les artistes sont perméables. J'ai l'impression que je suis une éponge par rapport à tout ce qui m'entoure, puis ça se faufile dans tout ce que j'écris. Alors oui, je me sens efficace parce que je vais être réactif, mais je vais errer dans ma réactivité. Tu comprends? Oui. Donc, OK. mais je remets quand même toujours à l'avance. J'ai toujours peur de remettre, tu sais, je suis pas en retard jamais. C'est très rare, en fait, que je suis en retard. Puis, et j'ai un esprit compartimenté. Et ce qui Oui. m'aide beaucoup Tiroir, dans l'écriture, tiroir, j'ai plein hein? de tiroirs. Oui. J'ai plein de tiroirs, puis ça se contamine pas. Tu sais, j'ai fait un geste d'ouvrir des tiroirs, c'était pas Oui, des oui, gestes- mais c'est étanche, ça. hein? C'est étanche. Tous mes tiroirs sont étanches et ça. Donc des fois, il m'arrive quelque chose, une observation, je fais ça c'est pour tel projet. Puis c'est très clair, ça va aller dans quelle boîte.
Donc, ça, c'est un atout. Puis, dernier atout, après ça, je te laisse aller avec ça. Vous voulez tout savoir? Moi, Prenez des notes. J'ai tout le temps pensé que tout le monde écrivait comme ça, c'est-à-dire qu'on grappillait du temps partout, dans tous les lieux qu'on visite. Puis un jour, je suis dans un salon du livre, je pense que la Côte-Nord. Puis on a une petite salle des auteurs. J'avais un 15 minutes. Puis dans ce 15 minutes-là, j'ai mangé une clémentine, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai écrit pendant les 15 minutes qui m'étaient allouées dans une bulle parfaite, comme s'il y avait personne autour de moi. Et je réalise que c'est un atout. Quand j'ouvre mon ordi, je replonge aussitôt. Ah ouais. Aussitôt, puis c'est comme si plus rien n'existait autour de moi. Et quand je suis quand même conscient de ce qui se passe, là, il faut que j'aille signer mettons, à 3 heures pile. Ouais. Je referme l'ordi, puis j'y pense plus, mais quand je vais le rouvrir, je vais être à la même place où j'étais. Puis ça, je pensais que tout le monde était comme ça. Puis là, j'ai vu des auteurs qui disaient « Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu réponds à des courriels? » Je dis « Non, je suis en train d'écrire. » Puis là, j'ai vu dans leurs yeux la jalousie que j'éprouvais, moi, à l'époque, quand j'étais jeune. J'ai suscité de la jalousie auprès de mes consoeurs et confrères. Félicitations. Je suis très fier de ça. Mais c'est ça, je pense que c'est un atout. Tu sais, en me comparant aux autres, je fais « Ah, j'ai vraiment cette faculté de me concentrer. » Moi qui avais une bulle de savon quand j'étais petit puis que je lisais, je suis devenu avec une bulle étanche. Écoute, je te souhaite de préserver ça. Puis donc, l'écriture, c'est plus le matin. En fait, c'est n'importe quand. Dès que tu ouvres ça, c'est le signal que tu es en écriture. C'est n'importe quand. J'ai pas... Tu sais, moi, j'admire des gens comme Michel Tremblay qui travaillent entre telle heure et telle heure, toujours dans le même lieu, dans sa routine. Moi, je n'ai pas de routine. Ma routine, c'est éteindre des feux. Je suis vraiment j'allais dire un pyromane. Un pompier? Non, mais... Oups! Oups! L'inverse. Je suis plus un pompier. Je suis vraiment un pompier un peu moins sexy, mais je suis quand même un pompier qui va éteindre des feux. J'ai des urgences, puis j'aime ça, être dans l'urgence, puis j'aime ça me dire, OK, mettons, hier, j'ai donné une conférence à Québec. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait dans l'autobus en revenant? J'ai 3 heures d'écriture, c'est fabuleux. Puis... bulle étanche dans l'autobus, bulle étanche dans le métro en m'en venant tantôt. Quand tu te lances, est-ce que tu travailles avec un plan? Est-ce que tu ouvres le canal puis tu te dis, on va voir où est-ce que ça mène, puis après ça, tu te relis? Comment est-ce que... C'est une bonne question parce que je réalise que c'est amovible tout ça. Il n'y a pas une méthode, là. Non, pas en tout. J'ai pas de méthode. Même au bout de 67 livres, je n'ai toujours pas de méthode. Pas en tout. Puis c'est ça, je réalise qu'il n'y a pas de recette, en fait. J'ai l'impression que j'ai commencé à l'instinct. Je suis vraiment un intellectuel qui focalise sur son instinct, puis ça me sert souvent. C'est ça, je me fais confiance, puis des fois, j'ai une idée floue, tu sais, une idée très souple, et au cours de l'écriture, c'est tellement pas rigide que j'avais peut-être prévu aller d'un côté, puis je vais suivre mon idée du matin ou de l'après-midi. Donc, je vais à l'instinct, mais l'écriture de scénario, ça m'a un peu transformé. J'ai l'impression que j'étais très réticent à aller dans des carcans. J'ai jamais aimé les carcans dans la vie. En écriture de scénaristique, t'as pas le choix. C'est de la structure. C'est de la structure. Puis moi qui est très déstructuré dans la vie, T'as raffolé, en fait, non? Mon Dieu, j'ai trouvé ça dur au départ. J'ai trouvé ça dur, puis ça m'a structuré. Puis maintenant, quand j'écris des romans, parce que j'en ai quelques-uns en chantier, j'ai l'impression que je construis mieux qu'avant, en tout cas, je sais pas si je construis mieux, mais je suis plus conscient de la structure. C'est comme si je me fiais beaucoup au grand amateur d'art que j'ai toujours été, de fiction. Moi, j'ai grandi dans un club vidéo, donc des scénarios, j'en ai assimilé plein parce que, des pochettes de VHS, là, j'en ai-tu lu, des quatrièmes de couverture, j'en ai lu beaucoup. Donc, je suis assez rompu à l'exercice du résumé, du fameux synopsis. Ça m'a aidé. Puis j'ai l'impression que le scénariste aide maintenant le romancier en moi. Il cerne mieux les obstacles, il cerne mieux la quête. Parce que c'est inévitable, quand on écrit un scénario, un épisode de quoi que ce soit, la quête est super importante. Plus ta quête est active, plus ton personnage va être actif et va se battre pour obtenir ce qu'il désire, et plus l'épisode va être efficace. Moi, je me battais contre ça au départ. Je me disais, non, moi, faut briser ça. Faut briser ça. Tu réalises, ton épisode est flou. Il n'y a pas de colonne vertébrale. Un roman, il y a plus d'espace pour errer. Il y a plus d'espace pour être dans la contemplation, puis des observations étonnantes. Moi, c'est les romanciers qui me passionnent. C'est ceux où, oui, l'histoire avance, mais au-delà de l'histoire, je m'en fous un peu des fois de l'histoire. C'est comment tu me la racontes.
Mais en scénario, faut vraiment que ce soit palpitant, pour vrai. Je pense que ça a aidé le romancier en moi. Oh, très bien. Écoute, on est ici, c'est sous l'invitation des bibliothèques de Laval. Je suis curieux de savoir, c'est quoi ton rapport aux bibliothèques? Est-ce que tu es j'allais dire un rat de bibliothèque, mais ou pas? Non, mais ça, ce que je l'ai été. J'ai été un rat de bibliothèque quand j'étais au primaire, mais surtout au secondaire. Ce qui s'est produit, c'est que je t'ai dit que j'étais intimidée par les livres tout à l'heure. C'est vrai, je manquais de concentration, mais du moment où j'ai eu ma carte de bibliothèque, j'y allais avec parcimonie au départ. J'étais un peu timide. C'est un lieu qui est comme, en tout cas, dans les années 90, c'était comme un sanctuaire impénétrable, un peu à mes yeux. Il y avait beaucoup de... il y avait un silence qui régnait. T'allais dans la section jeunesse, mettons, jeune, là, c'était les BD un peu. Moi, j'ai toujours aimé les grosses briques sans vouloir les lire. J'aimais les grosses briques, je voulais les lire, mais j'avais pas le souffle nécessaire, mais c'est ce qui m'attirait le plus, c'était les briques. Donc, j'ai feuilleté en me disant un jour, je serai capable de tout lire ça. Maintenant, oui, je suis capable. mais c'est ça, il me manquait ce souffle-là, mais j'avais l'appétit. J'avais les yeux là, très, très plus grands que la panse à l'époque. Et j'étais fasciné et en même temps aussi... je me sentais comme un intrus. Puis cette impression-là, ça s'est désintégré. Ça s'est évaporé avec les années. Et surtout au secondaire, parce qu'au secondaire, il y avait la bibliothèque scolaire. Puis c'est devenu mon lieu de sécurité, mon périmètre sûr. J'avais peur de la cour de récré. Il y avait de la violence, comme dans plusieurs écoles. La cafétéria aussi. Donc, je mangeais à la bibliothèque, je travaillais à la bibliothèque. C'est devenu mon sanctuaire lumineux. Et donc, les livres, c'était une protection. C'est devenu vraiment mon abri. Déjeuner avec papa. Recueil de Napron. Une histoire de Simon Boulris, publiée à La Bagnole. Je peux t'avoir des billets pour le parc d'attractions? Aimerais-tu ça? Oui, je peux en avoir combien? 4. Tu vas venir avec maman? Je préfère amener 3 amis. Tu me diras quand? N'importe quand cet été, jusqu'au mois d'octobre. Mon père fait rire les fantômes. C'est ça son métier, divertir les spectres. Il travaille à l'entretien des manèges d'un parc d'attractions. Il fait rouler les manèges vides, des manèges remplis de fantômes retenus par des barrières ou des ceintures de sécurité. Leurs cris de joie sont avalés par le grincement des rails. Le département de la maintenance a quelque chose de divin. J'ai longtemps vu mon père comme un dieu. Juché haut, il contrôle la joie et sait comment l'arrêter à tout moment. Suffit d'appuyer sur un bouton. Ça fait quelques années que mon père a appuyé sur le bouton « Stop ». Tout allait bien. Notre famille avait les bras dans les airs et le vent dans les voiles, mais le bouton d'urgence a été actionné. J'avais la tête par en bas. Maman aussi. J'ai eu peur de tomber, mais la barrière m'a retenu. C'était peut-être le bras de maman? En tout cas, j'ai vomi ma barbe à papa partout en bas. Du vomi rose. La fête était terminée. Écoute, puisque c'est les bibliothèques qui nous rassemblent aujourd'hui, voici le petit chariot enchanté. Oh! Ouais, écoute, là-dessus, voyons voir ce que la fée des livres nous propose ici. Tiens, Zoup, là où je me terre, Caroline Dawson. Ah, mon Dieu. Ben là, tu connais mes goûts. Ben oui, c'est ça en fait. Mais là où je me terre, Caroline Dawson, pour vrai, pour moi, ça a été une des plus belles découvertes au Québec dans les dernières années. Je pense que c'est un classique instantané. Ah oui, absolument. Instantané. Faut dire que c'est un roman qui est très nuancé. On peut même dire, je pense très abordable aussi. Hein, très abordable. Moi, j'invite tous les gens. Tu sais, il y a des gens qui trouvent parfois que la littérature peut être élitiste. Là, pas du tout. Ouais. C'est hyper accessible. Langage, à la fois, il y a de la poésie, mais c'est une poésie très, très contemporaine, très accessible, avec des titres comme Passe-Partout, La Petite Julie. Donc, c'est très, très québécois dans les titres. Et c'est sur l'intégration. Tout ce qu'elle a perdu, tout ce qu'elle a conservé en partant. Donc, elle vient du Chili. On est avec le régime de Pinochet. Et le jour de Noël, elle rentre dans l'avion. Et donc, c'est une exilée, une réfugiée politique, si on veut. Et donc, elle arrive à Montréal. Et c'est beaucoup sur l'amour des parents, sur le sacrifice des parents. L'indignation de voir aussi la façon dont on traite ses parents. Tout à fait. C'est ça qui est beau. Ouais. C'est tout le respect. Tu sais, des fois, surtout à un moment où parfois on s'éloigne de nos parents,
c'est une jeune fille qui s'ouvre les yeux. Puis il y a une des scènes, une des plus, je dis une scène. Une scène, ben oui. Une des scènes les plus marquantes de la littérature québécoise. Elle est dans un party avec un gars qui l'intéresse. Et quand elle apprend que sa mère fait des ménages dans cette maison-là, puis elle fait juste scanner, la gang de cochons. Ah, ma mère va tout vous torcher. C'est fort, ouais. C'est fort, là. Ouais. J'ai beaucoup vibré en lisant ce livre-là. C'est un grand livre que tout le monde devrait lire. Tout à fait, oui. Gilles Leroy, Zola Jackson. Gilles Leroy, c'est peut-être mon écrivain français préféré. Ah oui? Ah oui, c'est un grand écrivain LGBTQ. Il y a plusieurs de ses livres qui s'inscrivent dans dans la communauté. Je pense que c'est mon préféré. Zola Jackson, c'est sur les événements, rappelons-nous là, l'inondation qu'il y avait eu dans la Nouvelle-Orléans avec la tornade. C'est vraiment bouleversant de voir l'histoire d'amour d'une mère avec son fils. Donc, il y a des scènes magnifiques. Une scène où elle grimpe sur le toit parce qu'elle veut pas quitter sa maison. Moi, je comprends l'amour d'une maison. Ça fait partie de mes fondations, justement. Oui. J'ai d'ailleurs revisité la maison de mon enfance quand j'avais peut-être, je sais pas, une trentaine d'années. Quelqu'un qui a acheté la maison de mes parents, qui a racheté la maison, en fait, qui m'a invité à revisiter la maison. J'ai un attachement incroyable pour les lieux, pour les lieux que j'ai habités. J'ai l'impression que mon âme s'y trouve encore en partie. Donc, je comprenais cette femme qui ne veut pas abandonner sa chienne et sa maison et qui grimpe sur le toit. Ah, c'est beau, c'est beau. L'écriture de Gilles Leroy, c'est d'une poésie. Chaque ligne, chaque phrase, je souligne constamment quand je lis du Gilles Leroy. C'est un livre marquant pour moi, mais comme tout son œuvre. Tout ça, ben écoute, à découvrir, moi je connaissais pas du tout. Et tiens, regarde, on finit ça avec quelque chose de léger. Je suis jamais de larmes sans gants de Jonas Gardel. Gardel. Oui. C'est drôle parce que je suis allé voir la pièce la semaine passée chez Duceppe. Donc, il y a eu une reprise de la création qu'il y a eu à Québec. Au Trident, oui. C'est un roman, donc, ça vient de Stockholm. C'est un roman suédois sur l'arrivée du sida dans les années 80. On est donc à Stockholm. Il s'appelle Rasmus. Un nom étonnant pour un Suédois. Pour nous, mais pas pour nous. Mais pas pour eux, c'est ça. Alors, Rasmus, un jeune garçon de 18-19 ans. Donc, je m'identifie beaucoup à ça. Le moment où je suis arrivé à Montréal. Arriver en ville, puis sentir que tout est possible. Oui. Mais on est dans les années 81-82, donc le sida, mais on ne sait pas c'est quoi le sida, on appelle ça même le cancer gay. Donc, ce qui est beau, c'est que c'est une histoire d'amour. Rasmus rencontre d'abord un gars qui s'appelle Paul, qui l'invite dans un party de Noël. Il est très rassembleur. Paul, c'est un personnage fondateur dans le roman. Il rassemble. C'est comme une communauté où tout le monde se sent libre chez lui. Et il rencontre, dans le party de Noël, il rencontre un certain Benjamin. Benjamin est témoin de Jéhovah. Et il vient de découvrir tout récemment qu'il serait peut-être gay. Et les deux ont un coup de foudre. On assiste à un coup de foudre dans ce party de Noël. Et ce qui est beau, c'est que c'est comme... ça se déroule sous plusieurs années, jusqu'en 89, jusqu'à la mort de Rasmus, qui va mourir du sida. Et le titre fait référence à une infirmière qui essuie une larme, qui retire un gant et qui essuie une larme à un patient qui est en train de mourir du sida. Et une collègue lui dit « N'essuie jamais de larmes sans gant ». Parce qu'on avait encore peur de cette maladie-là. Et pourtant, on savait comment elle était transmise, mais on explique l'horreur de cette... De cette épidémie de sida-là, comment on a géré ça? On mettait les cadavres dans des sacs poubelles, puis on écrivait toxique sur les sacs. C'est horrible, mais c'est une autre époque, mais c'est un devoir de mémoire, ce livre-là. Puis ce qui est beau, c'est qu'on retrouve la gang à chaque année, à chaque Noël, et on voit à quel point que ça se décime. On voit qu'au départ, ils sont peut-être 9, après ça 8, puis après ça, les derniers Noëls, je pense qu'ils sont 2. C'est l'épidémie du sida dans les années 80. Puis je pense qu'on a besoin de s'en rappeler. Puis c'est tellement bien écrit. Et c'est bête, mais l'éditeur Antoine Tanguay chez Alto, j'en ai beaucoup parlé de ce livre-là et il m'a invité à rencontrer Jonas hier soir. Et j'étais trop timide, je parle pas bien anglais, alors je suis pas allée. Puis là, il me dit « Jonas, te salue ». Oh mon Dieu, pourquoi je passe à côté? Tu sais, quand je te dis que je me sens souvent imposteur dans la vie puis que je me sens petit clin, là, j'ai regretté, j'aurais dû y aller. Il m'invite au restaurant puis je dis « Oh ben non, sans façon ». Ah ben merci beaucoup pour toutes ces découvertes et mon Dieu, d'avoir ouvert comme ça ton herbier, Ah, j'aime ça, mon herbier, c'est un mot que j'aime beaucoup, mon herbier littéraire. Je mettais des fleurs dans mes livres quand j'étais petit.
Voilà. Bon, écoute, merci beaucoup pour cette balade littéraire. Ça a été un plaisir de jaser littérature avec toi. N'importe quand. On remet ça. On remet ça. Merci. À bientôt. Je vais aller voir les œuvres d'art. Oui. Bouge pas. Très beau!